Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Bonjour, bonjour à tous. Donc on va peut-être, après ces 5 minutes, pour les petits les retardataires et les petits réglages techniques, on va peut-être commencer. Donc, comme Olivier vient de vous le dire, on va d'abord commencer par une présentation un petit peu rapide du livre, et puis après on enchaînera avec les diverses questions. Donc, pour vous présenter un petit peu la démarche de l'ouvrage, ce livre, il a été en fait écrit dans le prolongement, dans la dynamique d'une journée d'études qui avait été co-organisée en novembre dernier, qui s'appelait « Quel monde associatif demain ?» Donc, ça avait été co-organisé par le programme de recherche Démocratie et économie plurielle qui est hébergé au Collège d'études mondiales Fondation Maison des sciences de l'homme et par un certain nombre de réseaux associatifs, dont le CAC, l'UFISC, le MES. Donc, c'est véritablement un livre, ce ne sont pas les actes du colloque. En fait, ce qui nous a incité à nous lancer un petit peu dans cette aventure, c'est la qualité des échanges lors de cette rencontre du 21 et puis aussi l'intérêt vraiment qu'elle a suscité. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à réfléchir. On a voulu, si on peut dire, en quelque sorte, transformer l'essai pour approfondir les thématiques qu'on avait abordées pendant cette journée, puis aussi pour en aborder d'autres, comme par exemple les communs ou les associations de quartiers populaires. Et puis aussi, on a voulu concevoir ce livre pour en faire en quelque sorte la première pierre d'un travail de réflexion partagé qu'on veut prolonger. Donc, on a essayé de faire un ouvrage très accessible. J'espère qu'on y a réussi, pas jargonnant, on l'espère, pour que chacun puisse vraiment s'en emparer et que ça devienne un vrai outil de débat. Pour l'anecdote, une des particularités de ce livre aussi, c'est sa rapidité d'écriture, puisqu'en l'espace de 3 mois, on avait réuni l'ensemble des contributions et le livre était quasi prêt. Donc, je ne pense pas que c'est si anecdotique que ça, puisque je pense que c'est la preuve d'un vrai besoin de se poser, d'un vrai besoin de faire le point et puis d'envisager des plans d'action ensemble. Sur le même principe que ce temps d'études dont je vous parlais là, au mois de novembre dernier, donc ce croisement acteurs-chercheurs, les 26 auteurs, auteureux ou autrices qui ont contribué à la rédaction du livre sont issus donc à la fois du monde de la recherche et du monde associatif dans des secteurs divers qui vont de la culture à l'éducation populaire, au domaine du social et du médico-social. Et ça non plus, je pense que ce n'est pas du tout anecdotique, puisque je crois que ça témoigne vraiment de la nécessité de réfléchir au-delà de logiques de secteur, au-delà des logiques d'activité, parce que toutes ces problématiques, tous ces leviers qui sont à mettre en œuvre, ils sont transversaux à l'ensemble du monde associatif, et puis toutes les connexions qui sont à créer, elles le sont aussi avec l'ensemble des mouvements, des initiatives citoyennes. Alors le livre, évidemment, il n'a pas l'ambition d'être complet. Il y a bien sûr des tas d'autres apports qui auraient pu l'enrichir. Donc, on peut citer par exemple le féminisme, les questions de genre, l'agriculture, l'alimentation. Ça aurait été aussi intéressant d'avoir des contributions venant d'élus, notamment des collectivités territoriales, puisque les choses elles sont aussi à réfléchir à ce niveau-là avec les politiques. Mais bon, disons qu'il faut en laisser un petit peu pour le second tome auquel on pense déjà. Juste quelques mots sur la composition, sur l'architecture du livre. Il est articulé autour de 2 scénarios. Donc, il est composé d'une première partie qui est consacrée au scénario de l'affaiblissement, qui aborde les risques, les entraves, les contraintes et les atteintes qui peuvent fragiliser le monde associatif. Et puis, une seconde partie qu'on a appelée le scénario du renforcement, qui, elle, aborde les leviers pour affirmer une pleine reconnaissance des associations, puisque le constat qui est quand même assez récurrent, c'est celui de l'invisibilisation des associations, d'un manque de prise en compte, qui a quand même toujours une vision assez persistante de l'association qui est cantonnée au caritatif, et puis tout son potentiel de plaidoyer et son rôle d'interprétation est
un peu laissées de côté, un peu ignorées. Les associations, elles sont trop souvent assimilées à de la réparation, à de la réponse aux besoins urgents. Et ça, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire avec des associations qui ont soudain été un peu portées sur le devant de la scène alors qu'elles occupent le terrain depuis des années. Donc, dans ce livre, il ne s'agit pas de s'enfermer dans un discours ou dans une posture victimaire. Il ne s'agit pas non plus d'idéaliser l'association en gommant ses failles. On n'est pas des candides non plus. Il s'agit plutôt d'être en alerte sur les risques, sur les contraintes qui, une fois de plus, ne sont pas toutes à imputer à des phénomènes externes au monde associatif. Et puis, il s'agit aussi de faire valoir cette capacité offensive des associations pour en sorte revitaliser la démocratie. Donc, les deux caractéristiques qui contribuent, on peut dire, à la singularité de ce livre, c'est d'une part ce travail prospectif sous forme de scénario, et puis vous verrez, ou vous peut-être avez déjà vu, si vous avez déjà lu le livre, que la partie qui concerne le scénario du renforcement, elle est plus conséquente que celle qui concerne le scénario de l'affaiblissement, donc c'est sans doute parce qu'on est des grands optimistes. Et puis, autre singularité, c'est ce croisement acteurs et chercheurs. Donc, peut-être, Jean-Louis, tu peux revenir justement sur cette particularité et puis l'intérêt d'avoir cette double spécificité. Oui, c'est sûrement l'une des originalités du livre, c'est-à-dire que dans les 10 dernières années, on a vu se développer tout un ensemble de recherches, en particulier dans le domaine de la sociologie du travail, qui étaient des recherches sur les associations et qui présentaient une analyse critique, réduisant les associations à un sous-service public, puisque finalement, ce que feraient les associations, c'est de précariser le travail qui était auparavant effectué par des fonctionnaires et de ne pas se rendre compte de ce mouvement qui est en train de se passer sous la pression des contraintes actuelles. Ce que l'on a cherché à faire, c'est pas de travailler sur les associations en considérant que les acteurs n'étaient pas en mesure de comprendre dans quoi ils étaient pris, mais au contraire, de partir de la lucidité des acteurs sur ce sur quoi ils ont à réagir et de travailler avec les responsables associatifs. Donc, il me semble que il y a justement toute une intelligence qui est permise par le travail en commun, par ce croisement des savoirs. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile du côté des chercheurs parce qu'il y a toute une tradition de la science dans laquelle s'est inscrit les sciences sociales qui renvoie à une théorie qui précéderait l'expérience, une théorie qui aurait un statut supérieur à l'expérience. Et donc, ce croisement des savoirs, il n'est pas évident à réaliser parce que il y a des légitimités qui ne sont pas du même ordre. Et puis, il faut mentionner aussi que du point de vue d'un certain nombre d'acteurs, les gens qui se consacrent à réfléchir sont un peu des parasites, puisque l'important, ça serait d'agir, de faire. Donc, ce que l'on croit, c'est qu'il y a une complémentarité des grilles de lecture, il y a une façon de travailler ensemble, et ce livre se veut une première tentative pour aller dans ce sens-là. En ça, il s'inscrit dans une façon de faire de la recherche qui est en train de prendre de la force, je crois, au niveau international, ce que l'on appelle souvent les recherches participatives, c'est-à-dire des recherches qui sont fondées justement sur cette volonté de croiser les savoirs et de faire qu'il y ait plusieurs analyses qui puissent s'enrichir mutuellement plutôt qu'il y en ait une qui domine et qui surplombe ce qui est la réalité. Ça, c'est le premier point qui, je crois, fait l'originalité du livre. Le second point, pour revenir rapidement sur ce que disait Marie-Catherine, c'est, donc on va le détailler avec Gilles et Patrick, c'est d'avoir organisé le livre en deux scénarios contrastés. Un scénario qui rend plutôt compte de toutes les difficultés, de tous les risques et les menaces aussi auxquels est confronté le monde associatif, mais aussi un scénario qui veut montrer qu'il y a un certain nombre de potentialités et de dynamiques qui existent, au moins à l'état émergent, dans le monde associatif et qui permettent de dessiner un autre futur. Et là aussi, on voit bien toute la différence, c'est que les recherches sur les associations, généralement, se limitent au scénario négatif,
alors que le fait de travailler avec les responsables associatifs permet d'expliciter aussi un scénario qui fait que le pire n'est pas certain. Effectivement, il est quand même probable à certains égards, on pourra y revenir, mais il y a d'ores et déjà des capacités de résistance qui sont en œuvre dans le monde associatif et qui vont plus loin que la résistance, c'est-à-dire qui proposent de nouvelles façons de protester, de revendiquer, mais aussi de construire des solutions pour le quotidien. Et je pense que c'est un peu ça que nous a montré la dernière année, et le chapitre de Geoffrey Players y insiste, c'est que partout dans le monde, les associations ont montré qu'elles avaient une capacité de réaction dans cette crise non prévisible, alors que les technocraties qui veulent nous gouverner souvent étaient pris de court et n'arrivaient pas véritablement à réagir de façon qui soit appropriée, adaptée à la situation. Ce que l'on va aussi mettre en évidence dans l'ouvrage, c'est qu'il y a un apport propre, spécifique aux associations, mais que celui-ci ne suffit pas, et qu'il faut donc justement ne pas opposer, par exemple, associations et pouvoirs publics, mais essayer de trouver une nouvelle articulation qui puisse aller dans le sens de ce que sera présenté tout à l'heure, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler une co-construction de l'action publique du XXIe siècle. Donc voilà un peu les facettes acteurs-chercheurs, scénario pessimiste, scénario plus optimiste. Voilà à peu près comment c'est architecturé le livre et que vont présenter plus en détail Gilles et Patricia. Gilles, ton micro. Ton micro, Gilles. Complètement désolé. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà. Donc je vais essayer en quelques minutes de décrire cette première partie de l'ouvrage qui est, bien sûr, il faudra pour s'approprier tous ces détails, entrer dans sa lecture. Ce scénario de l'affaiblissement dont vient de parler Jean-Louis, c'est un petit peu une gageure parce qu'il ne s'agit pas pour les acteurs et pour les personnes qui écrivent d'inventer, de théoriser sur des situations, mais il s'agit plutôt de décrire ce que rencontre le secteur associatif dans sa vie au quotidien et à quoi il est confronté. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'introduction, on a donné la parole à un certain nombre d'acteurs sur un travail en cours que l'on mène, mais des acteurs associatifs de l'éducation populaire qui donnent leur approche, comment est-ce que vivent leur position militante et leur position d'acteurs associatifs. C'est les constats que l'on a fait, ils s'incarnent chacun dans 5 chapitres différents. On aurait pu en avoir certainement plus. On en a amorcé, on y reviendra. Les points caractéristiques vraiment que l'on a voulu mettre en évidence, c'est d'abord cette question d'atteinte aux libertés associatives, de restriction de l'espace des associations dans l'espace public. D'ailleurs, ça remontait, pour ce qui nous concerne, une première rencontre avec Gabriel Attal, qui même avait dit je ne vois pas trop les libertés associatives, à quoi ça fait référence. Écoutez, allez-y, approfondissez le sujet, ça m'intéresse. C'est ce que l'on a fait et c'est ce qui a donné naissance à un collectif qui s'appelle la Coalition, la Coalition pour les libertés associatives, et puis à l'Observatoire des libertés associatives qui a produit ce premier rapport, qui a documenté 100 cas précis d'associations qui sont en face à des atteintes à leur liberté, et ça va toucher tant du domaine de la répression de l'action collective, des formes plus ordinaires d'entrave, de nuisance à la réputation, et puis aussi les phénomènes d'autocensure, de restriction associative. Donc ce travail est enclenché, c'est ce qui est présenté dans cette première partie de l'ouvrage, qui fait que les associations elles ne sont plus entièrement maîtresses de leurs paroles, de ce qu'elles peuvent dire, et sont toujours un petit peu soit suspectes, soit en but à des hostilités qui demandent d'abord beaucoup de scénarios d'autodéfense pour commencer, et qui est usant pour le secteur associatif. Et puis, dans la suite de l'ouvrage, on aborde 2 points qui sont assez liés, assez complémentaires l'un de l'autre, puisqu'ils font référence tous les deux à la lucrativité du marché et l'entrée du secteur lucratif dans le domaine associatif. D'une part, par les politiques de philanthropie qui sont devenues des politiques d'État aujourd'hui. La politique vie associative
aujourd'hui est une politique à visée philanthropique. Le développement d'associations, l'aide aux associations passera dorénavant par l'apport du secteur privé. C'est une vision systématique de la création d'un marché dans le secteur associatif dans lequel eh bien, les associations deviennent un petit peu sous la coupe de financeurs et, dont voilà, et qui doivent un petit peu réfléchir encore à la liberté de leur parole par rapport à ces financeurs qu'on est censé chercher. Et évidemment, concomitamment à l'article précédent, il s'agit bien il y a autour tout un travail d'affaiblissement du secteur associatif en le discréditant, en utilisant des mots d'un secteur associatif qui serait gavé de subventions, qui serait et à travers ça permettre l'entrée d'acteurs privés dans le domaine associatif. Alors, on le connaît tous, ça passe par des notions aussi bien comme les appels à projets, la philanthropie, les délégations de services publics, etc. Il s'agit vraiment de rendre les associations financeurs dépendeurs de financeurs et les éloigner de la notion d'intérêt général dans laquelle elles peuvent s'engager. Et complètement lié à cette question-là, tout le pendant de ce qu'on appelle la marchandisation de l'action associative, à la fois, donc on l'a vu très très rapidement à travers ce qu'on appelait au début les Social Impact Bonds, les contrats impact social qui viennent du modèle anglo-saxon, qui vient d'Australie, qui est l'entrée directe de capitaux dans des programmes sociaux. Il s'agit d'un management par la performance, du management par l'injonction à l'innovation et d'un discrédit. Et le secteur privé et lucratif, les investissements à impact social pouvant se permettre de faire des paris sur 10, 20, voire 30 ans hein, pour pénétrer un marché et mettre les acteurs associatifs au bord de ce marché-là, comme pour en recevoir les miettes, peut-être là où le secteur est le moins rentable. Donc, ce qui touche dans un premier temps l'analyse du secteur de la sociale touche aujourd'hui très rapidement le secteur de l'écologie, de l'environnement, de la culture, et certainement, on commence à le voir un petit peu, le secteur de l'éducation avec des écoles de droit privé qui s'ouvrent. Et les deux derniers points abordés dans cette première partie d'affaiblissement concernent d'une part, et c'est vraiment essentiel, là c'est le scénario de la réforme de l'administration, des réformes de l'État entreprises par le gouvernement. On l'a identifié, nous, dans un rapport, l'analyse d'un rapport qui s'appelle CAP 2022, qui disait un petit peu, qui décrivait ce que sera la société à l'horizon 2022, donc on y est déjà. Hein. Comment est-ce que les services publics doivent être réformés, comment est-ce que les associations doivent s'adapter, comment est-ce que les politiques de l'État, par l'édiction de lois, vont prendre la main sur tout ce secteur-là. Alors, je ne vais pas détailler, mais ça va prendre à la fois des formes de contractualisation, donc de l'emploi public, au détriment du statut de fonction publique, la création d'agences, de nouvelles lois, tout ça, on essaie de le décrypter parce que les associations, elles sont face à ce corpus et en permanence être amenées à s'adapter et en permanence être mises en surveillance, être mises en surveillance. Et puis, dernier point de ce chapitre, c'est un glissement progressif des associations qui se professionnalisent vers une politique de management, du management associatif. On nous renvoie à la fois à des associations gestionnaires, des personnes qui deviennent des usagers et qui deviennent des clients, et puis des associations qui ne sont plus en mesure de jouer, de mener le projet pour lequel elles sont créées autour du travail d'émancipation, d'autonomie de la personne. Voilà. Donc, toutes ces atteintes, et j'en termine là-dessus, aux associations, il faut quand même se le dire, on le sait, on en a conscience, elles ne viennent pas que de l'extérieur. Les associations, elles sont très perméables, elles s'y engagent des fois le plus honnêtement possible de leur point de vue, mais il y a un gros travail à réfléchir sur ce que sont les associations et comment est-ce que nous-mêmes on participe ou pas de ce scénario de l'affaiblissement. Et puis, pour passer la parole à Patricia, pour moi, c'est tout ce qu'on décrit dans ce chapitre, c'est une transition, une ouverture vers un point d'appui, vers ce scénario du renforcement que l'on voit se dessiner et qui, à travers de multiples pistes, et pour cela, je vais passer la parole à Patricia. Gilles, en effet, comme on le présentait en début d'introduction
de l'ouvrage, on est vraiment dans cette logique de double mouvement qui combine à la fois la question de la critique et aussi une critique, des formes d'autocritique aussi que l'on est capable de se poser par rapport à nous-mêmes, mais aussi un vrai scénario de la reconstruction, du renforcement, et c'est à travers 8 chapitres que nous avons essayé de donner des pistes de regard, de réflexion autour d'appui, de formes et d'axes de travail qui pourraient bâtir quelque part une feuille de route pour demain. Alors évidemment, une feuille de route à compléter, à voir comment débattre ensemble et échanger, mais en tout cas d'essayer de partir à partir d'expériences d'acteurs, de réflexions d'acteurs en lien avec des chercheurs sur une dynamique qui nous permettrait de sortir quelque part de la discrimination dans laquelle trop souvent les initiatives citoyennes, les initiatives associatives sont enfermées, et affirmer justement une construction propre, une construction pleine, en repartant de cette formidable dynamique en fait que sont les associations, et qui montre bien de l'aspiration des personnes à partager, à participer à l'organisation des modes de vie aujourd'hui, à participer des formes communes sur les différents territoires. On rappelle ce chiffre d'1,5 million d'associations. Et donc, peut-être d'arrêter avec un discours qui nous renvoie trop souvent à une soi-disant immaturité des associations, à une forme d'inconscience, pour bien au contraire affirmer une approche, une vision et des capacités d'alternatives, des tentatives d'alternatives. Et c'est un peu ce qu'on a voulu montrer dans une vision d'un nouvel associationnisme, c'est-à-dire de ces projets constitués à partir d'actions collectives et mises en œuvre par des citoyens libres et égaux. Et c'est vraiment autour de cet imaginaire qu'il nous semble important de pouvoir construire, parce qu'il permet d'inventer de nouveau une solidarité démocratique, à la fois inscrite dans l'histoire, mais aussi dans le mouvement. C'est ce que nous montre par exemple dans son chapitre Geoffrey Players, qui lie la question des mouvements pour les droits, de la lutte pour la dignité des personnes, les relations à la nature, et puis la question au vivant, et puis la question de l'action solidaire à travers les groupes solidaires. Il nous montre bien en Amérique latine comment, durant la crise du Covid, on a des émergences de groupes de solidarité, et qu'elles ne peuvent pas être disqualifiées au nom de formes peut-être parfois imparfaites, voire de compromis, dans des formes aussi d'urgence et de réparation sociale, et qu'elles participent tout à fait au changement profond d'imaginaire et de réponse aux enjeux de société, et qu'elles bâtissent quelque part des fonctionnements et des inspirations pour des réflexions, des réflexions profondes. Et c'est peut-être une autre piste qu'on souhaite proposer dans ce scénario de renforcement, qui est celui qui porte justement sur l'analyse et la consolidation des fonctionnements internes. Nous sommes évidemment dans une position aussi d'analyse réflexive par rapport aux initiatives associatives, et on parle, comme le disait Jean-Louis, des expériences. On le voit dans un certain nombre d'articles qui nous sont proposés sur les pratiques délibératives et participatives, par exemple de Quentin Mortier, ou alors encore sur les questions de commun numérique par Julien Chandelier, où on voit qu'on peut affirmer des formes de transformation interne à travers des propositions de fonctionnement, de gouvernance délibérative, et qu'il y a une capacité, justement à travers des partenariats acteurs-chercheurs, pour les associations de bâtir des formes de connaissances, de production de savoirs sociaux également, et que de cette manière, peut-être on arrive sur une troisième piste qui est celle de réaborder de façon pleine la question de l'économie associative, donc de réinvestir cette dimension, de ne pas la laisser à l'extension infinie du marché, mais bien au contraire de reprendre une déconstruction de l'économie, aidée en cela par l'approche de Polanyi, comme une dimension plurielle de l'économie. Et que là, on a un travail à fournir sur
les modèles socio-économiques des associations et qu'à partir d'un certain nombre d'articles, je parlais tout à l'heure des communs numériques qui nous montrent des exemples comme celui du Transiscope, mais aussi des manières de repenser la question du financement public tel que ça nous est proposé dans un des articles, on a une capacité à repenser ces modèles vers des formes d'économie solidaire, vers des formes de gestion solidaire, comme l'amènent également Philippe Hainaut et Jean-Louis Laville dans leur article. Cela est directement relié justement à cette hybridation en fait des associations et cette capacité qu'elles ont à articuler la dimension démocratique et la dimension économique ou la dimension d'activité. Elles ne se réduisent pas évidemment à une logique d'organisation d'activité, mais sont aussi des espaces de débat public, des espaces d'expression, des espaces de débat. Et on voit qu'en cela, elles ont aussi une relation à tisser autour des questions d'intérêt général, autour des questions de la chose publique, et que le lien est à renforcer entre associations et actions publiques. Et là aussi, on a un certain nombre d'articles qui nous sont proposés, notamment par Laurent Fraisse et Bruno Lanier, sur les dynamiques locales pour mieux prendre en compte les associations, qui nous, justement, reparlent de cette manière de faire coopération, d'identifier les initiatives sur le terrain et de repenser la question des ressources en fait disponibles et en capacité d'agir sur les territoires. Voilà, je file un peu vite. Dans le même ordre de réflexion, nous avons aussi un article sur les associations dans les quartiers populaires qui nous est aussi proposé par un quatuor d'auteurs, parce que là, on est justement typiquement dans des formes de coopération, à la fois par rapport aux politiques publiques et aux capacités activées dans les quartiers populaires, mais aussi dans des formes de différentes associations pour aller sur de l'innovation autour des questions du numérique et des questions de lieux partagés, de tiers-lieux. Et j'en finirai avec justement cette notion de coopération dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui nous paraît nécessaire, économie sociale et solidaire pour se renforcer entre nos différents modèles, mais aussi au-delà, parce que les associations ont justement cette capacité de dépasser leur dynamique propre pour s'inscrire dans ces logiques et ces enjeux de société et de pouvoir justement participer d'une forme plus globale de structuration sociétale et politique. Et voilà, c'est ce que nous appelons en fait à aller vers une bifurcation de ce qu'on pourrait appeler un associationnisme du XXIe siècle. Et je vais peut-être céder la parole à Bruno et Jean-Baptiste, qui vont justement aussi nous dire comment on souhaite mettre en débat et faire vivre ce travail collectif. Merci Patricia. Effectivement, l'idée ce soir, c'était donc on est aujourd'hui, c'est le jour officiel de la sortie du livre. Donc l'idée c'était d'avoir une présentation assez courte et à plusieurs voix du contenu de l'ouvrage pour en donner une première idée, mais aussi d'avoir un temps ensuite d'échange et de questions-réponses. Donc avant de basculer sur ce temps-là, peut-être dire que ce livre, il est surtout intéressant parce que derrière la question quel monde associatif demain, il y a la question quel monde associatif voulons-nous demain. Et donc, c'est une tentative pour essayer un peu d'avoir prise sur des évolutions et avoir prise par une invitation à une réflexion collective. Et donc, à partir de maintenant, à partir du moment où le livre sort, l'idée pour les auteurs, pour les 27 auteurs, il y en a 27, c'est aussi de potentiellement pouvoir se rendre disponible autant que possible pour des rencontres, des débats, des échanges et pour animer, stimuler, inciter à cette réflexion collective. Voilà, donc on va vous parler de quelques rendez-vous qui sont programmés avec Bruno, mais le message essentiel, c'est que ces rendez-vous dont on va vous parler là sont à compléter
Et donc, on est voilà, on en est le plus disponible possible pour les multiplier. Le premier rendez-vous, c'est dans quelques jours, le 20 mai, dans le cadre de l'Université des savoirs associatifs, qui est un dispositif qu'on porte avec le collectif des associations citoyennes. C'est un dispositif typique, j'allais dire, des universités populaires, c'est-à-dire c'est des séances de 2 heures, avec d'une part une présentation du livre, il y aura ensuite un temps d'échange avec des discutants, et puis un temps d'échange avec les participants. Ça sera en ligne, donc ça sera le 20 mai à 20 heures. Et systématiquement, dans le cadre de ces universités des savoirs associatifs, on propose quelques semaines après un atelier d'arpentage, c'est-à-dire on va proposer une date pour avoir un temps d'atelier de lecture collective du livre. Donc, vous aurez des éléments sur la date le 20 mai. Et peut-être que Bruno, depuis Marseille, je peux te passer la parole pour que tu nous expliques un peu les autres rendez-vous prévus ensuite. Oui, pas de problème. Dans les rendez-vous prévus, on a en juin l'Agora de la République de l'ESS qui est organisée par le MES et le Pôle d'économie solidaire 21, donc à Dijon, sur la thématique de la démocratie économique, utopie ou réalité. Donc là, on aura l'occasion de présenter le livre probablement dans une librairie associative. Le choix de la librairie est encore en discussion, mais en tout cas, c'est l'objet. L'objet de la présentation, c'est aussi d'inviter les gens à aller commander le livre dans leur bibliothèque, dans leur librairie, puisque c'est le mode de diffusion qu'on a choisi de mettre en avant. On pense que soutenir les librairies associatives, c'est important, et puis les librairies indépendantes. Il y aura ensuite, durant l'été, il y a déjà quelques rendez-vous. Il y a l'université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité qui seront organisés à Nantes fin juillet, du 18 au 22 juillet. Donc là aussi, on aura l'occasion d'avoir des ateliers de présentation du livre. On aura aussi les rencontres PopMind qui sont organisées par l'UFISC fin octobre au 108 à Orléans. On a aussi prévu de présenter le livre dans le cadre du Forum national de l'ESS à Niort, aussi fin octobre, 19, 20, 21 octobre à Niort. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est de vous inviter à se servir de cet ouvrage comme un support au débat sur les enjeux qu'il y a autour de l'avenir des associations. Et ce qu'on veut faire de cet outil qu'on a la chance d'avoir, qui s'appelle l'association. Et donc, on vous invite fortement à nous solliciter pour qu'on puisse venir débattre avec vous lors de vos événements et continuer cette logique de recherche-action qu'on a commencé entre acteurs-chercheurs pour essayer de défendre l'avenir des associations. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je pense qu'il y a envie de poser des questions. Donc,